Aujourd'hui, on va décrypter un phénomène absolument fascinant. Comment une communauté entière parvient à prospérer à l'échelle mondiale et à brasser des millions, tout cela sans jamais mettre les pieds dans une école de commerce classique. C'est l'histoire des communautés Bamileke et des Grassfield du Cameroun. Une combinaison unique de traditions qui en a fait l'une des cultures entrepreneuriales les plus redoutables de toute l'Afrique. On parle ici de résilience pure, d'une structure sociale implacable et d'un véritable génie financier tissé au cœur même de leur société. Alors, la grande question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fabrique un tel état d'esprit? Comment une société entière parvient-elle à garantir le succès commercial de ses membres, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, sans s'appuyer sur l'éducation formelle ou sur le système bancaire occidental? Eh bien, la réponse ne relève pas du hasard. C'est le fruit d'un écosystème d'apprentissage incroyablement bien rodé qui façonne cette mentalité dès le premier jour. Pour bien comprendre cette mécanique, on va suivre 5 étapes clés. Les fondations de l'enfance, le fameux catalyseur du zéro, le système maître-apprenti, le capital alternatif des Ndjangi et enfin l'éthique du statut mérité. C'est parti. Étape numéro 1, les fondations de l'enfance, ou comment préparer cette fameuse mentalité. Imaginez un peu. Ici, on oublie complètement les manuels d'économie abstraits. L'école de commerce, c'est littéralement l'entreprise familiale. Les enfants sont immergés dans un écosystème hyper rigoureux d'apprentissage par la pratique. Ce n'est pas juste donner un coup de main de temps en temps pour faire plaisir aux parents, non. C'est un véritable cursus informel. Les enfants sont socialisés dans le commerce dès leur plus jeune âge, ce qui forge un esprit d'entreprise redoutable, bien avant que la plupart d'entre nous ne commencent à réfléchir à une carrière. En fait, ces jeunes ne restent pas les bras croisés, ils mettent directement les mains dans le cambouis. De la gestion physique des marchandises jusqu'aux petites transactions quotidiennes, chaque tâche a un but précis. Ils font du calcul mental à la volée, apprennent à négocier sur les marchés locaux et évaluent les risques en temps réel. Résultat, ils se construisent une autonomie financière précoce et des compétences ultra pratiques qui n'ont pas de prix sur le terrain. Ce qui nous amène à la deuxième étape, le catalyseur du zéro, un véritable facteur d'impulsion. Là, on touche à un concept vraiment incroyable, les cadets sociaux. Imaginez être le petit frère dans une famille où, selon une coutume extrêmement stricte, vous savez dès le départ que vous ne toucherez absolument rien en héritage. Rien. Vous êtes exclu de la richesse familiale et vous devez construire votre avenir en partant littéralement de zéro, sans le moindre filet de sécurité. Et tout ça à cause de ce simple chiffre 1. Sous ce système implacable, il n'y a qu'un seul successeur masculin choisi. Cet unique héritier rafle toute la mise, les possessions, les terres et le titre de chef de famille. Le gâteau n'est absolument pas partagé. Mais le coup de génie, c'est que cette absence d'héritage n'est pas vue comme une fatalité. C'est un tremplin monumental. Ça agit comme un facteur d'impulsion d'une puissance inouïe. Historiquement, ça a forcé ces jeunes cadets à quitter leur terre des hauts plateaux pour migrer vers les grandes villes comme Douala. C'est marche ou crève. Pour eux, le commerce n'est pas un choix de carrière intéressant, c'est carrément devenu une stratégie de survie, leur ADN profond. Troisième étape, et pas des moindres, le système maître-apprenti. C'est tout simplement le MBA du monde réel. Une fois en ville, le jeune entre dans ce qu'on appelle le stage. Et attention, c'est l'école de la dure, une épreuve d'endurance sur environ 10 ans. La première année, c'est l'humilité absolue. On nettoie la boutique, on fait les tâches ingrates. Vers la 3e année, la confiance s'installe. On commence à gérer les clients et l'argent. À la 5e année, c'est le grand saut. L'apprenti prend la gestion complète de la boutique. Et tout ça culmine à la 10e année. C'est l'heure de l'indépendance. C'est un cycle d'une logique redoutable. Du placement initial au stage intensif, jusqu'au Graal absolu, la libération. Et ce mot est magnifique, parce que quand un apprenti a fait ses preuves, le maître ne se contente pas de lui taper dans le dos. Il lui loue une nouvelle boutique et lui fournit le capital de départ pour lancer sa propre affaire. C'est littéralement un incubateur d'entreprise perpétuel qui se reproduit de génération en génération. Ce qui nous amène directement à l'étape 4, les Ndjangis ou le capital risque alternatif. Une fois la boutique ouverte, comment on finance la croissance? Parce que historiquement, les banques classiques étaient inaccessibles ou vues avec beaucoup de méfiance. La solution, le Ndjangi ou la tontine. C'est un système de crédit rotatif, mais avec une particularité fascinante. Comment on fait de la haute finance sans contrat formel? C'est simple. Tout repose sur une confiance et une responsabilité communautaire absolue. Ici, la confiance n'est pas un joli concept, c'est la monnaie d'échange la plus précieuse. C'est fou d'opposer ça à nos banques traditionnelles, souvent lourdes et bureaucratiques. Dans le système des Ndjangis, pas besoin de remplir 100 pages de paperasse ou d'hypothéquer votre maison. Votre réputation personnelle, c'est votre code de crédit. Toute la communauté se porte garante de votre intégrité. Et croyez-moi, la puissance de frappe de ce système est colossale. Les Ndjangis fonctionnent comme un véritable fonds de capital risque. Des membres de confiance obtiennent des capitaux énormes sans le moindre intérêt usurière.
Ils enchérissent sur d'immenses cagnottes qui permettent des achats massifs dans l'immobilier ou l'acquisition de flottes de camions de transport. On parle de millions mobilisés sur une simple poignée de main. Et aujourd'hui, cet écosystème incroyable relie même les réseaux de la diaspora à travers le monde entier pour coordonner des approvisionnements internationaux. C'est magistral. Et on arrive enfin à notre 5e et dernière étape, l'éthique du statut mérité, l'objectif final de toute cette aventure. Car au final, tout tourne autour de cette notion centrale, l'éthique de la notabilité. Dans cette culture, on ne naît pas avec un statut social élevé, hors de question de se reposer sur la fortune de ses parents. Ce prestige, ce respect public dont tout le monde rêve, il doit être rigoureusement gagné. C'est un moteur sociétal surpuissant. Accumuler de la richesse, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour être respecté. Pour atteindre la véritable notabilité, il faut réinvestir cet argent. La culture exige une philanthropie publique. Financer des écoles, des routes, des infrastructures pour la communauté locale. Et c'est là que la boucle se boucle. Les anciens qui ont réussi grâce à la confiance de leur communauté construisent l'avenir de la génération suivante. Le privilège hérité est totalement remplacé par le respect mérité.